La fortune se féminise et se rajeunit. Questionnons ces nouvelles clientèles avec nos invités. Sarah Génécan-Mich, vous êtes l'auteur de Ce que valent les femmes. On fait de la pub aussi comme les Anglais, on sait bien faire. Un livre qui a pour but d'éveiller l'intérêt des femmes dans la finance et de les aider à prendre en charge leur investissement. Vous avez commencé votre carrière professionnelle dans le domaine des trusts. C'est en 2008 que vous avez rejoint Lyra Wealth, une société de gestion de fortune basée à Genève où vous êtes associé. Bienvenue. Nicole Curti. Bonjour Nicole, vous êtes associée et membre du comité exécutif du groupe européen Stanhope Capital, que vous avez rejoint en 2008 pour créer la filiale suisse établie à Genève. Vous êtes également vice-présidente du comité de l'Alliance of Swiss Wealth Managers et membre du conseil consultatif de Wecan Group qu'on a eu l'occasion de voir dans un panel précédent. Pour Stanhope Capital, vous êtes la COO du groupe et responsable depuis Genève de la clientèle internationale. Isabelle... Il n'y avait pas de dress code, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, on a essayé de se différencier et finalement, la couleur champagne a dominé. Ni la violette, ni la rose, et la rouge pour Nicole, qui aime se différencier. Le rouge te va si bien. Isabelle Jaconebout. Bienvenue Isabelle. Vous dirigez l'activité Wealth Management de CA du Crédit Agricole Indo-Suez Switzerland depuis mars 2020. Vous êtes également membre du comité exécutif de la filiale suisse du groupe. Vous siégez au conseil d'administration de l'Institut supérieur de formation bancaire, l'IFSB, à Genève. Marion Fogli. Bonjour Marion, vous êtes spécialisée dans la conduite de projets de transformation numérique pour le secteur de la gestion de fortune. Vous êtes passionnée par la technologie, pour sa capacité à aider l'entreprise à réduire ses coûts, à améliorer l'analyse des données et à pénétrer efficacement sur de nouveaux marchés. Vous avez rejoint Alpian en janvier 2020 en tant que directrice générale. On va essayer de voir si la technique nous aide jusqu'à la fin. Ça a marché du premier coup. Vous connaissez toutes et tous cette sculpture. En tout cas, celle qui nous fait face. Peut-être moins celle qui nous tourne le dos. Vous, sur ce plateau, vous n'avez pas tourné le dos ni à l'audience. Vous êtes là ce soir et merci à l'audience d'être si nombreux ce soir. Ni à la finance, si redoutée par les femmes, d'après de si nombreuses études. On aura l'occasion de revenir sur les statistiques pendant ce panel. Je ne vais pas vous assommer avec les statistiques dès l'introduction, mais en tout cas, juste un petit chiffre à retenir. Moins de 10% des 150 postes scannés par l'AWP, donc l'AWP, c'est l'Agence d'information financière, sont attribués à des femmes sur un panel d'une douzaine de banques privées genevoises. C'est juste un premier chiffre. Moins de 10%. Vous figurez donc parmi les Fearless Girls. Cette statue n'est plus à Wall Street, elle est au New York Stock Exchange. Non, je la vois là, oui, pardon. Elle est au New York Stock Exchange, ça ne change rien, on verra si elle a plus d'influence. Commençons par vous, Sarah. Lyra Wealth, société indépendante de conseil financier créée en 2006, compte environ 30% de femmes clientes. Parmi elles, et on va malheureusement pas pouvoir donner tort aux clichés, des veuves, des femmes divorcées, des femmes célibataires, mais aucune est en couple stricto sensu quand elle est cliente chez vous, standalone. Première question, Sarah. Quelle est la place des femmes dans le secteur de la finance aujourd'hui et qu'observez-vous plus particulièrement dans votre société de conseil financier? Alors, en parlant de la place de la femme dans la finance, donc si on regarde d'un point de vue professionnel, vous avez déjà donné des chiffres, on voit qu'il y a quand même beaucoup de femmes, à peu près 50% de femmes qui travaillent dans le domaine financier. Malheureusement, il n'y a que 20% qu'on va retrouver à des postes à responsabilité ou dans le domaine de la gestion en tant que telle. Souvent, les femmes qui sont dans le domaine financier se retrouvent au compliance, au marketing, dans les services administratifs, etc.
D'un côté, d'un point de vue clientèle, alors effectivement, pour les banques, on est à peu près entre 20 et 30% de clientèle féminine, alors que les dernières études ont montré que plus de 50% des femmes n'ont pas de conseiller financier. Donc je pense que là, il y a du travail à faire et des améliorations à faire, sachant que à peu près 40% des entreprises aujourd'hui sont créées par des femmes, et que dans les années à venir, on estime que 70% des transferts se feront en faveur des femmes, tout simplement parce que nous vieillissons mieux et vivons plus longtemps, et qu'il y a de plus en plus de divorces. Donc ça vous donne juste un peu le cadre de la situation aujourd'hui. Ça, c'est le cadre. Pardon. Ça, c'est le cadre. Et dans votre société de conseil financier, vous observez alors oui, un changement depuis 2008 Alors, malheureusement, les femmes qui viennent nous voir, en fin de compte, c'est celles qui sont mises au pied du mur, quoi, qui n'ont plus le choix que de s'occuper de leurs finances. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi qui m'avait poussée à écrire le livre, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible que les femmes ne prennent pas leurs finances en main, il faut vraiment qu'elles s'y intéressent, et donc pas attendre, en fin de compte, d'être soit que leur père soit décédé, soit que leur mari soit mort pour pouvoir s'y mettre. Et quelles différences parmi ces femmes existantes parmi votre clientèle, quelles sont les différences que vous observez dans les comportements d'investissement entre les hommes et les femmes ? Alors, bon, les hommes et les femmes, nous avons tous des différences de comportement de manière générale. Je crois que quand on regarde le côté financier, en tout cas en termes d'investissement, l'homme est déjà plus dans le côté compétition. Il va plus regarder la performance, les rendements, alors que la femme, elle va plutôt, en tout cas celles qui investissent et qui s'y mettent, elles ont plus tendance à regarder ça en termes d'objectifs personnels. Comment je peux relier un investissement financier à un objectif, comme les études de mes enfants ou financer ma retraite. Voilà, plus à long terme. Elles seront. Alors, c'est pas forcément dans du long terme. Ça peut être aussi pour financer des vacances. On parlait tout à l'heure de Bitcoin ou de ce genre de choses. Ça peut aller très très vite et ça peut permettre de financer, je sais pas, un projet un peu fou de vacances. Cela dit, c'est toujours relié à quelque chose qui les touche en fin de compte. Donc ça, c'est une chose très importante. Et puis aussi, moi, je vois que les femmes qui investissent, elles vont être plus dans la thématique de je veux que mon argent travaille, mais en accord avec mes valeurs. Donc, on va avoir toujours dans ce genre de portefeuille tout ce qu'on appelle ESG maintenant, mais aussi même plus loin, le impact investing. Elles ont vraiment cœur pour que de gagner de l'argent de manière propre, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'il y ait un impact. Merci beaucoup. Nicole, Stanhope gère 2,5 milliards de francs en Suisse pour une clientèle majoritairement située en Europe, en Suisse bien sûr, en Europe, en Israël. Vous avez à peu près identifié 20% de femmes et des millennials aussi, donc toujours plus nombreux dans votre clientèle, suite aux ventes de start-up technologiques notamment, c'était le cas récemment chez vous. Comment a évolué le rapport à l'investissement de ces femmes ces dernières décennies et de cette next-gen, puisqu'on a ces deux piliers de discussion ce soir, les femmes et la next-gen, et dans la next-gen, il y a les femmes aussi. Donc on ne va pas les séparer, on les accorde, on les adresse ensemble. Merci pour la question. Alors peut-être, avant d'y répondre directement, je vais juste donner encore quelques statistiques aussi pour complémenter ce que vous avez dit. Donc quand on regarde au niveau des études, par exemple universitaires, si on prend rien que l'université de Genève, les proportions de femmes en sciences humaines, c'est à peu près 60%. Vous allez en sciences éco, les proportions changent complètement parce qu'on est entre 30 et 40% seulement de femmes qui sortent en fait des études économiques. Ça, c'est Genève, mais en fait, c'est représentatif dans toute la Suisse. Donc, c'est aussi une explication pourquoi on retrouve beaucoup moins de femmes finalement dans la finance. Et je rejoins complètement ce que tu as dit, Sarah, c'est qu'on a très peu de femmes dans la finance qui finalement s'occupent de clients, ce qui représente une énorme opportunité pour des femmes qui sommes côté clientèle, parce que je pense, comme tu le dis, Elsa, il y a vraiment un changement qui est en train de se passer. Donc moi, quand je regarde notre clientèle, jusqu'à présent, la grande majorité des clients qu'on a, c'est des familles, mais où c'est finalement le patriarche, le papa qui s'occupe de la fortune.
Maintenant, ces dernières années, on a vu vraiment cet engouement où tout à coup, même la femme commence à poser des questions justement liées à l'ESG, donc qui veut investir plus en accord avec des valeurs qui vont au-delà de la performance finalement dans le portefeuille, ce qui nous a permis d'inclure les femmes beaucoup plus dans la gestion de fortune, dans la manière dont on construit finalement les portefeuilles. Et si on regarde statistiquement, théoriquement, on devrait avoir 50-50 d'hommes et de femmes clients. Donc, quand on va au-delà ensuite à la deuxième génération, clairement, ces millennials, donc là, que ce soit hommes ou femmes, finalement, on a beaucoup plus d'intérêt pour tout ce qui est ESG. Et il y a c'est marrant parce qu'il y a un engouement, je dirais, aussi pour ces millennials d'être servis plus par des femmes. Donc nous, on vient de signer par exemple un client en début de semaine. C'est un couple de jeunes de 35 ans qui ont vendu leur société dans le domaine informatique et qui ont clairement choisi l'équipe de Stanhope parce que c'est une équipe à majorité féminine et qu'eux se sentaient moins intimidés de travailler avec des femmes que travailler peut-être avec des banquiers hommes. C'est justement la question sur, vous avez parlé de la clientèle, maintenant le côté offre justement. Comment, selon vous, peut-on contribuer à améliorer cette parité homme-femme dans le secteur de la finance et dans des gérants de fortune comme les vôtres? En fait, ça commence au niveau du recrutement, je pense. Mais si on va plus loin, ça commence justement au niveau de l'école. Comme on en discutait en préparation du panel, c'est qu'on le voit déjà à l'école primaire, les garçons préfèrent les maths, les filles préfèrent les langues. Donc voilà, il faut proactivement pousser pour l'engouement un peu pour tout ce qui est plus lié aux chiffres. Donc les PFL, par exemple, le fait très très bien parce que maintenant, ils organisent des stages pour des jeunes enfants entre 10 et 15 ans en été qui sont ouverts uniquement pour les filles parce qu'ils essayent d'amener des filles à s'intéresser plus aux maths. Merci Nicole. Isabelle, vous conseillez la clientèle féminine avec des équipes de RM proches de la parité homme-femme. Comme Nicole nous l'expliquait à l'instant, être une femme gérante face à des clients femmes ou face à des jeunes femmes présente de nombreux atouts. Quelles sont la priorité de ces familles fortunées, de ces femmes fortunées? Quelles sont les priorités d'investissement? Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit déjà avant moi et qui est tout à fait juste. Je voudrais casser un cliché qui est taux de testostérone et taux de prise de risque. Parce que souvent, on dit les femmes ne prennent pas de risques. C'est pas vrai. Et on ne peut pas faire de stéréotypes hommes risqués, femmes non risquées. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Moi, ce que je vois dans la clientèle féminine, c'est qu'elle n'hésite pas à poser beaucoup de questions. Elle n'hésite pas à rentrer dans le détail, à comprendre, à vouloir comprendre le contexte de marché, à vouloir comprendre les perspectives, les risques. Et si je fais un parallèle là très cliché, c'est qu'une femme perdue dans une grande ville n'hésitera pas à demander sa route. Peut-être qu'un homme le fera moins, pour d'autres raisons. Là, je vous laisse interpréter. Mais ce que l'on voit dans la nouvelle génération, et notamment les femmes, c'est que oui, elles n'hésitent pas à passer du temps et qu'il faut que nous, banquiers, qu'on soit banquiers ou banquières d'ailleurs, on ait ce temps pour eux, pour comprendre leurs besoins, pour comprendre leurs valeurs. Et Sarah l'a dit très bien. Les femmes vont aussi beaucoup sur la partie investissement durable et comprendre l'impact. Alors non seulement pour elles, mais pour les futures générations. Alors souvent, quand elles sont maman, grand-maman, elles y pensent encore plus et elles nous posent la question de ce que ça voudra dire sur la génération d'après. Et puis les femmes, comme l'a dit très justement Sarah, d'un seul coup, parfois elles se retrouvent avec à la tête d'une fortune, pas très bien préparée. Et là, c'est à nous d'être à leur côté et avec toute l'audience, parce qu'ils ont aussi leurs propres conseillers, ils ont leurs propres tiers gérants, et de les accompagner pour passer ce choc qui est à la fois émotionnel, familial, mais aussi financier, parce qu'il faut leur faire un vrai accompagnement, et à la fois la technique de wealth planning et de bien comprendre les besoins. Et sur cette partie-là, c'est vrai qu'elles sont plus ou moins bien préparées. Alors après, l'autre cliché que je voudrais casser, c'est la technicité. Dire que les femmes ne sont pas techniques, c'est pas vrai. C'est ni vrai chez les banquiers, ni vrai chez les clientes, et notamment la nouvelle génération. Les nouvelles générations, on les voit, enfants, petits-enfants de nos très grandes familles, elles sont techniques, très techniques, elles ont eux-mêmes suivi des études, et on voit dans les taux de réussite, pour le coup, c'est 50-50, voire 55% parfois. Et donc, ce qui est toujours gênant quand on rentre dans une salle et qu'il y a un homme et une femme, c'est de s'adresser à la femme comme l'assistante et à l'homme comme étant celui qui lead. Et ça, il faut faire attention, je crois qu'il faut vraiment casser ces aspects-là. Et là, je crois que c'est un sujet qui est aussi bien féminin que masculin.
Environ 30% de la richesse héritée au cours des 5 prochaines années devrait quitter les banques qui la gèrent actuellement, selon la dernière enquête de Orbium Accenture. Prévenir cette fuite potentiellement massive d'actifs sous gestion, est clairement vital pour l'avenir du secteur. L'observez-vous au sein de Crédit Agricole Indo-Suez et comment adressez-vous ce défi ? Alors, on ne voit pas du tout une fuite massive et je pense que comme tout le monde dans la salle, ça fait des décennies qu'on s'occupe de regarder ce qui se passe dans les générations actuelles et futures et de les aider à ces passages de flambeau, qu'ils soient sur le plan corporate, souvent c'est des grandes familles industrielles, comme sur le plan privé. Donc non, on ne voit pas de fuite massive. Par contre, ce que l'on voit, c'est vrai, c'est que ces nouvelles générations, elles nous challengent beaucoup plus. Alors que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, elles sont beaucoup plus attentives. On a beaucoup parlé cette journée aux aspects de digital, aux aspects d'investissement, aux aspects d'ESG. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais les nouvelles générations nous demandent de plus en plus. Et là où ils nous challenge, c'est sur l'impact réel. C'est-à-dire qu'au-delà de présenter des idées, des investissements, elles veulent connaître et suivre l'impact que ça aura. Et c'est vrai que la chance qu'on a dans le groupe, là je vais faire un petit peu de pub, c'est qu'on est les premiers émetteurs de green bond en Europe et qu'on peut du coup faire participer nos clients et aussi nos partenaires GFI, ces sujets-là, c'est d'être avec des sous-jacents qui sont soit des sous-jacents directs, soit à travers des produits structurés, où on peut suivre l'impact réel. C'est-à-dire que ce sont des investissements dans des grandes industries, dans de l'infrastructure, dans des smart cities, avec l'idée d'accompagner les changements de business model de ces grandes industries ou services à travers l'acteur qu'est la banque, puisque la banque finance et choisit ses financements. Et l'idée, c'est d'ouvrir ce type d'investissement aussi à nos nouvelles générations, parce que du coup, non seulement ils voient ce que c'est, ils voient l'impact et on peut mesurer cet impact. Donc là, oui, on voit cette différence. Et l'idée, c'est que le partenariat banque s'élargisse et qu'on ne soit pas simplement de la gestion de fortune, j'allais dire, comme on le faisait toujours, mais qu'on aille un cran plus loin pour ces nouvelles générations. Et ça évitera cette fuite massive, mais que je ne vois pas. Et je ne vois pas où ils iraient d'ailleurs ailleurs que dans cet auditoire. Donc pas de fuite à ce stade. C'est dans les 5 prochaines années, mais peut-être que la fuite pourrait venir chez Marion. Dans l'attente de sa licence FINMA, justement, Alpiane cible les clients. Elle ne viendra pas chez Marion parce que ce n'est pas la même cible. Mais cible les clients disposant, il n'y a pas de concurrence sur ce panel, cible les clients disposant d'un patrimoine financier compris entre 100 000 et 1 million de francs, un segment qui représente en Suisse, puisque c'est uniquement la Suisse que Alpiane vise, 2,6 millions de personnes disposant de capitaux d'environ 660 milliards de francs. Quelle est l'offre proposée par Alpiane ? Alors, l'offre est simple, intuitive et intelligente dans le private banking. En fait, depuis votre téléphone portable, vous aurez la possibilité de faire votre premier onboarding, donc de client en moins de 10 minutes, qui respecte complètement les règles en vigueur du marché. Vous pourrez avoir un compte avec 4 monnaies différentes, francs suisses bien entendu, euros, GBP, USD, avec une carte de débit que vous pourrez utiliser à la fois en débit, mais également pour pouvoir faire des achats sur Internet, un modèle hybride. Vous pourrez également faire des taux de change à des taux intéressants et vous pourrez commencer à faire les premiers investissements pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent, continuer leurs investissements à partir de 10 000 francs. Donc, bien qu'on vise une clientèle qui soit entre 100 000 et 1 million de francs suisses, ils ne vont certainement pas mettre tous les œufs dans le même panier, et surtout pas pour commencer s'ils n'ont pas l'expérience. Et puis, ils pourront faire des investissements qui seront propres à leur valeur. Vous étiez justement en train de le dire. C'est pas seulement qu'un côté féminin. Je pense que c'est le côté féminin qui l'amène, mais ça va être une tendance générale, surtout avec les millennials, et de pouvoir avoir en même temps des placements qui auront des synergies avec l'impact sociétal, social et environnemental. Et il y a une chose très particulière chez nous, c'est que même si on sera complètement digital, on aura l'humain qui sera au centre de tout. Vous aurez la possibilité de parler avec un advisor, donc un conseiller, virtuellement, mais ça sera un vrai conseiller qui sera face à vous. Donc la totalité d'Alpiane, c'est de mettre en avant le côté très humain qui existe d'ailleurs dans le private banking actuel et qui sera de toute façon conservé, mais mis très en avant. Vous ne visez pas spécifiquement la clientèle féminine, vous visez plutôt la next-gen. Comment Alpiane va-t-elle adresser cette nouvelle clientèle que représentent les millennials ? Alors, par 2 choses en particulier, l'innovation et l'humain.
Donc l'innovation, c'est pas commun que de créer une banque actuellement, particulièrement en Suisse. Donc l'idée, on est parti d'une feuille blanche et on a commencé à écrire tout ce que l'on souhaitait, mais on est parti des process. Donc à ce moment-là, on a pu se dire, tiens, on va centrer le client et on va se dire l'expérience client devrait être celle-ci et ne devrait pas être considérée parce qu'on a un legacy. On ne l'a pas. On a pu être aidé de la part d'une grande banque de la place de private banking et qui nous a permis de voir tout ce que l'on souhaitait conserver et souhaitait améliorer grâce à la technologie. Donc l'innovation fait vraiment partie de ce que l'on va proposer et elle est complètement liée à la finance. Donc finance et technologie nous permet d'avoir des process dès le début avec une expérience client hors norme et nous permet également de donner toute la valeur au relationnel et à la partie humaine qu'il y a dans le private banking. Tout cela, on va accompagner également les clients de sorte à pouvoir leur donner confiance dans le temps, leur expliquer, décrypter la finance. Parce que maintenant, quand vous allez sur Internet, vous avez énormément d'informations. C'est compliqué pour des gens qui ne savent pas que de se renseigner, que de comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont faire tel investissement. Il y a trop d'informations. Donc il faut décrypter, enlever ce jargon que pas tout le monde ne connaît. Quand vous vous mettez à parler d'un ETF, il y a la majorité des gens ne savent pas ce que c'est quand ils ne viennent pas de ce milieu-là. Et le but, c'est vraiment donc décrypter, démocratiser et donner accès à plus de personnes à la finance, à des investissements. Merci beaucoup. Isabelle, la Next Gen dont on parle à l'instant ne représente-t-elle pas l'ultime défi pour une banque comme la vôtre, basée sur une clientèle historique d'entrepreneurs, de grosses fortunes familiales, issus souvent de précédentes fusions en fait, de Crédit Agricole et d'Indo-Suez? Que mettez-vous concrètement en place pour diminuer ce risque de passer à côté de ces héritiers, aujourd'hui âgés de 30 à 40 ans? Alors, comme je disais juste avant, c'est des grandes familles qu'on a souvent accompagnées sur le plan de l'entreprise et de la banque privée. Donc ça crée des liens particuliers. Ça fait plusieurs générations qu'on accompagne souvent. Et c'est vrai que les nouvelles générations, elles nous posent encore plus de questions et elles attendent encore plus. Alors, comme nous tous, on a fait des accompagnements, je dirais, classiques, de formation et d'aide à comprendre. C'est très bien exprimé. Parfois, il y a du jargon financier. Il faut former sur le private equity, sur le wealth planning. Donc ça, c'est les premiers sujets, j'allais dire, assez classiques sur lesquels on est aussi pour les next-gen. Et puis, on essaye surtout d'élargir parce que souvent, ils ne sont pas simplement à la tête d'une fortune, ils sont à la tête d'une nouvelle entreprise ou d'un grand groupe de services. Et ce qui les intéresse, c'est qu'on les aide aussi dans ces domaines-là. Alors c'est vrai que l'avantage d'être dans un grand groupe, même si parfois c'est un inconvénient parce que c'est plus lourd, plus long, plus procédural, mais l'avantage d'un grand groupe, c'est qu'on peut leur ouvrir des portes sur les aspects de plus de corporate banking, des aspects d'investissement qui les intéressent, sur les aspects d'innovation. On parlait d'innovation. On a l'avantage d'avoir quelque chose qui s'appelle Village by CA, qui est un incubateur de start-up partout en Europe. Et ça intéresse les nouvelles générations parce qu'elles se posent la question des nouvelles façons de consommer, que ce soit dans l'industrie, les services, tout ce qui est nouvelles idées. Et donc les mettre en relation avec ces incubateurs, avec ces start-up, ça leur ouvre en fait des capacités aussi à revoir leur propre business model. Donc on va beaucoup plus loin pour ces next-gen que de la gestion de fortune classique. Et puis on a toute la partie internationale, évidemment, parce que très souvent c'est des grandes familles internationales, ces familles qui investissent dans différents pays, qui sont eux-mêmes installés dans différents pays. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, on leverage sur l'ensemble des capacités du groupe et on essaye de les mettre en relation soit en interne, soit en externe avec les bons experts. Donc voilà comment on sert ces nouvelles générations qui sont pluridisciplines et qui ont envie de voir un partenariat un peu différent avec leur banque. Et justement, vous parliez d'international. Crédit Agricole Indo-Suez étant présent en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, vous êtes la seule sur ce plateau à adresser finalement toutes ces zones géographiques. Quelle est l'attitude des clients, des millennials ou des clients selon ces régions? Est-ce qu'il y a des particularités culturelles? Et comment vous adaptez, vous, la culture de la banque? Alors, c'est vrai que c'est une banque historiquement qui est totalement internationale et qui est très proche d'un certain nombre de grands marchés. Alors, l'Asie, on l'a cité, le Middle East, l'Europe, l'Amérique latine. Et donc, culturellement, les équipes sont proches aussi. Et on a accompagné ces familles sur plusieurs générations. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de tendances différentes dans les next-gen et notamment les femmes. Par contre, ce que l'on voit, c'est que certains clichés sont faux. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'à Jeddah, la chambre de commerce de Jeddah, la moitié des entreprises nouvellement enregistrées, c'est des femmes. Donc,
penser que certaines régions vont plus vite que d'autres, c'est pas vrai. On voit beaucoup de femmes entrepreneuses en Asie, on en voit beaucoup aussi dans le Middle East. On voit aussi beaucoup de matriarcat, c'est-à-dire qu'on pense que c'est le patriarche qui gère, mais derrière, souvent, il demande l'avis de sa mère. Et on le voit dans pas mal. Je souris parce que certains membres de l'équipe sont là et on a fait ensemble des rendez-vous clients et on voit que, à la fin de la fin, c'est madame qui a décidé, alors qu'on pensait que c'était monsieur, donc il faut faire attention. Et ce qu'on voit aussi, en fait, c'est très souvent dans ces nouvelles générations, c'est qu'ils attendent de nous qu'on les accompagne à la fois culturellement, mais aussi dans leur modèle de vie. Et qu'on les aide dans ces chemins un peu différents. Et ce qui nous aide, nous, et tu l'as dit au départ, c'est le fait qu'on ait une équipe qui est très équilibrée en tant qu'hommes et femmes. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait en arrivant il y a 1 an et demi, c'était déjà le cas, mais on continue évidemment d'y être attentif. Et je pense que le fait qu'on ait ce côté multiculturel, multi-origine, et hommes et femmes, ça permet d'adresser différemment ces sujets. Alors je dis pas que toutes les femmes, et certainement pas, ont envie d'être suivies par une banquière femme ou un advisor femme, mais dans certaines cultures, c'est plus facile pour une femme d'échanger avec une autre femme, de poser beaucoup de questions, même sur des sujets un peu plus larges, familiaux, d'organisation. Et donc ça, on s'en sert. Donc je pense que ça, c'est un niveau purement, j'allais dire, de profiling et commercial, et c'est vrai aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est de faire attention à mettre face aux personnes, next-gen ou ancienne-gen, les bons profils pour que ça corresponde bien à leurs besoins, à leur envie et à leur capacité à interagir plus facilement. Merci Isabelle. Nicole, la parité est importante aussi au sein de Stanhope Capital. On parlait du momentum tout à l'heure, un momentum pour les femmes, côté gestion de fortune bien sûr, côté clientèle, on l'a vu. Ce momentum, à votre avis, s'exprime-t-il également dans les nouvelles formes d'acquisition de clientèle, peut-être des acquisitions online, les réseaux sociaux? Quelle est votre expérience, Nicole? Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans dans la finance, je me disais qu'en tant que femme, j'allais jamais arriver à aller tout en haut parce que c'était vraiment un monde dominé par les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, on a une opportunité énorme parce qu'à compétences égales, je pense que les gens vont plutôt aller vouloir choisir une femme parce qu'on aime bien être dans la mouvance de la diversité, de cette mouvance de changement qu'on sent maintenant. Donc au niveau de la clientèle aussi, on voit que la clientèle se renseigne différemment maintenant sur comment trouver un gestionnaire de fortune. Donc dans notre cas de figure, moi, c'est vrai que je suis relativement active aussi sur LinkedIn, qui est un réseau social, je pense, très, très puissant. Et on a signé effectivement des clients qui ont vu des contributions de ma part, justement sur ce côté. Dans le FT récemment. Ou le FT, voilà. Alors, il y a un client effectivement qui est venu par un article où j'étais citée dans le FT, Financial Times. Donc ça a une force de frappe mondiale, je dirais, le Financial Times, mais aussi par LinkedIn, en fait. Tout simplement, les gens prennent contact avec vous. Ensuite, on a initié des discussions et voilà, on a signé le client, qui était un homme. Merci Nicole. Sarah, on voit que ce mythe financier, quand même, et ces croyances limitantes ont un peu la vie dure. On a parlé beaucoup de clichés, on essaie de les casser, les clichés, comme disait Isabelle, mais ce n'est pas toujours simple. Depuis la parution de votre livre, comment avez-vous vu ce progrès, finalement, de la part de ces clientes, de la part de... on a vu qu'elles posaient beaucoup plus de questions, qu'elles étaient intéressées par l'impact. Mais est-ce que vous avez vu vraiment concrètement un accroissement d'AUM peut-être pour vous, vraiment une vraie professionnalisation, j'allais dire, en tout cas un changement de pourcentage en fait, un réajustement de pourcentage parmi votre clientèle? Alors le livre est sorti fin 2019, donc le timing n'était pas super top, mais une chose que ça a fait par contre, c'est que j'ai eu énormément de contacts qui se sont faits et beaucoup de femmes qui m'ont dit, suite à que ce soit des interventions dans les médias ou des articles, qui m'ont dit que justement le fait de lire le livre, ou en tout cas de voir qu'il y avait des événements comme ça leur permettait d'avoir envie de s'y intéresser, et elles ont commencé à prendre leur finances en main. Donc je me dis, si ça aura touché au moins une personne, c'est que j'ai pas raté la cible. Par contre, c'est vrai qu'on voit tout à l'heure, dans les autres interventions, j'ai entendu un mot qui est revenu 2 fois, c'est vraiment l'éducation.
Et je crois que quand on parle de l'éducation des clients, soit dans le private equity, soit dans le Bitcoin, soit dans la blockchain, dans tous ces domaines, en fin de compte, les femmes, la même chose, simplement. Le mythe financier est alimenté par un manque de connaissances, un manque d'intérêt. Et tout ça, c'est lié. Et avec l'éducation, on peut pallier à ça et puis retourner la roue dans l'autre sens. Donc j'ai envie de dire, continuons avec l'éducation. Il y a de plus en plus de choses qu'on va trouver sur Internet, des livres. Alors évidemment, beaucoup de choses qui sont en anglais, un petit peu moins en français. Mais en Suisse, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en ligne, des cours en ligne faits exprès pour les femmes sur la finance, des communautés de femmes investisseuses. Donc je pense qu'il y a de quoi faire et puis on va dans la bonne direction pour casser ce mythe, justement. L'éducation, c'est aussi très important pour un nouvel acteur comme Alpiane. Vous avez misé beaucoup sur cette vulgarisation de la finance, éducation, masterclass, dans un nouvel outil qui sera une application mobile. Pouvez-vous nous en parler, Marion, un petit peu? J'imagine que vous parlez d'Ivest. Oui. Alors, oui, effectivement, on a créé une plateforme qui s'appelle iVest, i-vest.ch. Et l'idée est enfin, je dirais pas éduquer, c'est pas le bon mot, c'est de donner accès à des choses intéressantes au niveau financier qui peuvent impacter potentiellement celui qui veut se renseigner. Je ne crois pas qu'on a on reste assez humble. C'est trop difficile de résumer la finance en juste une plateforme et penser qu'on va tout couvrir. C'est trop vaste. Cependant, il y a des masterclass pour aider les personnes qui n'ont jamais fait d'investissement. Il y a aussi pour des personnes qui ont fait des investissements, des articles très intéressants dans divers domaines, des points de vue à partager. Et c'est ce qu'on tente de faire donc justement avec cette plateforme. Derrière, bien entendu, c'est Alpiane, mais on n'a pas besoin d'être client pour s'inscrire. N'importe qui peut y aller dès maintenant. Comment expliquez-vous l'engouement de ces millennials pour l'impact investing et pour la valeur donnée à leur investissement? C'est vraiment un point commun qui revient entre vous quatre. Et qu'observez-vous chez Alpiane aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'est que chez Alpiane, je pense que c'est général. Il y a une vraie envie de performance autre que financière, un impact. De laisser sa trace et de se dire tiens, ce soir j'ai fait quelque chose de mieux, le monde entre guillemets va aller mieux parce que j'ai décidé de faire mon recyclage ou j'ai décidé d'avoir un impact au niveau réchauffement climatique. Réchauffement climatique par exemple, c'est un des facteurs déterminants de l'évolution de l'économie mondiale. C'est quelque chose qu'on va devoir intégrer dans nos veines. Ça va devoir être nous, en tant qu'humains, et tous les humains représentent des sociétés, et on va devoir les intégrer à l'intérieur de nos sociétés. Et c'est comme ça qu'il y aura un impact. Et c'est un vrai souhait des millennials, mais je pense que ça va devenir une tendance générale, pas seulement que millennials. Et d'ailleurs, on vient de rejoindre le pacte mondial des Nations Unies, et ça nous permet en fait de pouvoir avoir des responsabilités, de joindre ces responsabilités fondamentales comme les droits de l'homme, le travail, l'environnement ou encore la lutte contre la corruption. Donc, c'est des choses qui s'intègrent dans les sociétés. Je pense que sur de long terme, nous n'aurons pas le choix. Selon les dernières études de marché et les analyses du groupe Rail, qui est l'incubateur d'Alpiane, 40% des personnes qui font partie du segment que vous visez recherchent une nouvelle banque. 70% d'entre elles seraient disposées à faire appel au service d'une banque sans aucune succursale. Comment vous souhaitez les démarcher? En renseignant, à nouveau, en expliquant, en étant disponible, en ouvrant les livres, en ayant beaucoup de transparence. Il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils payent systématiquement à la fin du mois des frais, pour quelles raisons. Donc il faut une transparence des coûts, une transparence des coûts pour une transaction, transparence des coûts pour un taux de change. Et puis un autre élément qui est important, c'est surtout nous, on cherche à atteindre ce que l'on appelle les affluents, donc ceux qui ont entre 100 000 et 1 million de francs suisses en liquid assets. Ce sont souvent des économies d'une vie et ils ont envie d'avoir un rendement pour atteindre un certain objectif de vie, c'est-à-dire s'acheter une maison,
potentiellement, payer les études de ses enfants, l'une d'entre vous le disait tout à l'heure, ou d'autres. Et le but, c'est de devenir un partenaire de long terme, ne pas rester derrière la banque simplement parce que la banque va m'aider sur un petit bout. Non, pour être tout au long d'une vie, d'aider la personne à faire des économies, d'aider la personne à comprendre ce que c'est qu'un rendement, pourquoi est-ce qu'il aura un tel rendement, quelle part de risque il va prendre, parce que ça fait partie du lot, et tout simplement les joindre dans les objectifs de vie. C'est comme ça qu'on pense pouvoir les accompagner. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps pour le public. Si vous avez quelques questions, c'est avec plaisir que notre panel y répondra. S'il n'y a pas de questions, aucun problème. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mesdames? Est-ce qu'on est bien? J'en profiterai juste pour rappeler, quand on parlait de mythes, ça fait que depuis 1988 que nous, les femmes, avons le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de nos maris. Donc je pense qu'il faut nous laisser peut-être encore un petit peu de temps pour reprendre le train en marche. Voilà. C'est une date assez édifiante quand même. Je ne voulais pas démarrer par cette date. On termine sur cette date et on espère la dépasser très largement. Et ce qui serait bien, c'est que l'année prochaine, dans le panel, il y ait aussi un homme avec nous, parce que je pense que le sujet des hommes comme des femmes, c'est nous tous. Donc, c'est juste une proposition. Bien noté. Merci infiniment. Merci à vous.